comme j'ai commencé à le faire depuis quelques jours, expliquer et clarifier ma position par rapport à la dernière concertation politique qui a eu lieu ici au Gabon. Les conclusions de la concertation politique rendue publique le 23 février 2023 sont à l'opposé de ce pourquoi elle a été convoquée. Comme vous le savez, le président de la République, lors de son discours de vœux à la nation le 31 décembre 2022, a proposé ou entrepris d'organiser une concertation entre l'opposition et la majorité en vue de, je cite, « définir ensemble les bases de la préparation des scrutins au lendemain apaisé ». Cette concertation s'est donc tenue du 13 au 23 février 2023. Et à cette concertation ont été appelés uniquement les partis politiques légalisés. Disons que des délégations ont été conviées, choisies parmi les partis politiques légalisés. Des délégations, une de la majorité présidentielle et une autre de l'opposition. Le Gabon nouveau, donc, étant un parti en voie de légalisation, n'a pas été convié. Je rappelle qu'il y a quelques mois maintenant, j'ai déposé au ministère de l'Intérieur un dossier complet avec la signature d'un peu plus de 10 000 adhérents et je suis toujours en attente de la réaction officielle du ministère de l'Intérieur. Maintenant, je me dois de vous dire que, bien que n'ayant pas été invité, je suis soulagé de ne pas avoir pris part à cette mascarade, à cette mise en scène pitoyable. Ça ne m'empêche pas d'avoir un avis, d'avoir une opinion, et c'est ce que je veux exprimer aujourd'hui. Je crois en effet qu'il y a des sujets importantissimes qui n'ont pas été abordés, surtout si le but de la rencontre était véritablement de conduire à des lendemains d'élections politiques apaisées. Tous, nous gardons à l'esprit ce qui s'est passé en 2009 et un peu plus près de nous, en 2016, les nombreuses arrestations, les disparitions de nos proches, le bombardement du QG, du quartier général du candidat Jean Ping, les morts, les violences en tout genre. Il s'agit d'événements que nous ne voulons plus revivre. D'ailleurs, au mois de mai de l'année dernière, j'ai été pionnier dans le fait de produire un document en 14 points dans lequel je précisais les choses qui me paraissaient essentielles pour améliorer le processus électoral. Vous savez que la crédibilité du résultat des urnes, c'est cela qui peut garantir la paix sociale. Alors, ce que je dénonce par rapport à cette concertation, il y a plusieurs choses. Premièrement, le scrutin à un tour. C'est un véritable recul démocratique. Le dialogue national inclusif d'Agongé avait tranché dessus et avait reconnu la nécessité d'élections politiques à 2 tours pour assurer la légitimité de ceux qui sont élus. Le scrutin uninominal à 1 tour ne permet pas une représentativité de l'opinion populaire et souvent nous oblige à subir un choix qui n'est pas celui de la majorité. Par exemple, en 1992, aux Philippines, Fidel Ramos a été élu
président de la République des Philippines avec seulement 24% des suffrages exprimés. Récemment, au Nigeria, vous savez que le Nigeria vient d'organiser ces élections, et le président Bola Tinubu a été élu avec seulement 36% de voix. Donc 64% des suffrages exprimés l'ont été en faveur de ses opposants, mais lui, il est élu président de la République avec 36% des voix. Ce n'est pas démocratique, et puis ça ne permet pas à celui qui est élu d'avoir les mains libres pour appliquer la politique pour laquelle il est élu, parce qu'en réalité, il ne bénéficie pas de la légitimité populaire. Bref, il est possible donc d'être élu, mais sans représenter la majorité, et je pense que ce n'est pas bien. La deuxième chose qui me dérange, c'est le fait que on n'ait pas profité de l'occasion de cette concertation pour limiter le nombre de mandats, et particulièrement celui du président de la République. Le président de la République a proposé que l'on réduise l'ensemble des mandats à 5 ans. Je crois comprendre qu'en faisant cela, il voulait indiquer que l'usure du pouvoir fait que il fallait réduire le temps de règne, s'il faut dire ça comme ça, de ceux qui sont élus. Mais réduire à 5 ans n'a de valeur que si, en contrepartie, ou si à cela, on associe le fait de limiter le nombre de mandats. Dans la plupart des pays démocratiques du monde, aujourd'hui, les démocraties modernes consacrent que l'on peut être élu 2 fois au maximum, ou élu 1 fois avec un possible renouvellement 1 seule fois. En ce qui concerne la réduction du mandat de 7 à 5, je peux comprendre ceux qui a milité en cette faveur, mais dans le cas de pays sous-développés comme le nôtre, et avec le temps qu'exige le fait d'intégrer les grandes réformes dans le dispositif national, je continue à penser que 7 ans, c'est mieux, c'est plus adapté que 5 ans. Donc, je le dis de façon très claire, nous aurions dû profiter de cette concertation pour limiter le nombre de mandats successifs, particulièrement pour la personne pour la charge du président de la République. Donc la non-limitation du nombre de mandats constitue un frein à la démocratie et une entrave à la véritable alternance. Un autre point important, toujours qui aurait pu et dû être abordé pendant cette concertation, c'est le non-cumul des mandats. Si effectivement on veut favoriser l'alternance au pouvoir, à tous les pouvoirs, le non-cumul des mandats est essentiel. Quatrièmement, je suis profondément dérangé par la nomination des sénateurs par le président de la République. Alors, je comprends que depuis quelque temps, c'est le président de la République, le président de la République a obtenu le droit de nommer 15 sénateurs. Et je comprends que par ce droit, ça crée un déséquilibre au niveau de la Chambre haute, parce que les 15 sénateurs qu'il nomme, en principe, sont des sénateurs qui lui sont favorables ou qui appartiennent à sa majorité. Donc je comprends que l'opposition présente ait voulu rééquilibrer les choses. Mais sauf que ce rééquilibrage ne s'est pas fait, à mon sens, comme il faut. Au lieu
de demander que le président de la République nomme des sénateurs issus de l'opposition, il aurait plutôt fallu demander que le président de la République ne nomme aucun des sénateurs. Parce que pour que la démocratie soit effective, les parlementaires doivent être élus et non pas nommés. Et donc cette mesure-là est un recul majeur. Et je comprends, là encore, la cupidité, la recherche des intérêts personnels qui a pu prévaloir en demandant que le président puisse choisir dans les rangs de l'opposition les 15 sénateurs. Et puis d'ailleurs, nous savons que ça va être un autre facteur de division au sein de l'opposition lorsqu'il va falloir désigner ceux que le président devra nommer. Je voudrais terminer mon propos en vous parlant un peu de cette opposition qu'on a du mal à définir. Normalement, dans un pays, il y a la majorité présidentielle. Ceux qui sont de la majorité présidentielle sont ceux qui accompagnent le gouvernement dans la charge qui est la sienne. Et puis, en face, il y a l'opposition, même républicaine, qui s'oppose, qui fait ses propositions, qui fait tout cela, bien sûr, dans l'intérêt bien compris du pays, mais il y a une ligne de démarcation claire entre l'opposition et la majorité présidentielle. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons des gens qui sont comptés dans les rangs de l'opposition, mais qui occupent des fonctions accompagnant, des fonctions politiques, accompagnant le gouvernement actuel, ou qui aspirent à des nominations, qui aspirent à des avantages qui leur seraient octroyés par le gouvernement actuel. Et donc ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons réussir à délivrer notre position de ce que j'appelle les opposants du pouvoir, c'est-à-dire les opposants que le pouvoir suscite, les opposants que le pouvoir crée. Il y a quelques heures d'ailleurs, je suis tombé sur un article publié par Radio France Internationale où on explique qu'un groupe de partis de l'opposition, ils sont à peu près 15, ont pris la décision d'apporter leur soutien à la candidature du président de la majorité présidentielle, donc Ali Bongo, pour la prochaine élection qui arrive. C'est tout simplement ridicule. Et donc, je fais partie, effectivement, de ces gens qui pensent qu'on doit redéfinir c'est quoi l'opposition. Il faut fixer des règles claires et il faut que nous réussissions à extraire de notre milieu ceux-là qui ne sont pas sincères, en réalité, avec leur positionnement et qui, s'habillant de l'habit noble de l'opposition, font en réalité le jeu du pouvoir. Enfin, parmi les dispositions ou les résolutions de cette concertation, il est question d'achever le chantier de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Alors, c'est une déclaration très vague. Vous savez que la biométrie, dans le contexte de ce que nous vivons dans notre pays, ne peut avoir de valeur en période électorale que s'il y a l'interconnectivité. Alors, j'aurais bien voulu effectivement avoir la réponse à cette question. Est-ce que tout le pays, dans la période de l'élection qui arrive, sera interconnecté? Qu'est-ce que j'aurais proposé si j'avais participé à ce dialogue, à cette concertation? Premièrement, le maintien du scrutin uninominal à 2 tours, comme cela avait été décidé lors des assises d'Angondjé. Deuxièmement, la limitation des mandats renouvelables une seule fois, et cela pour favoriser l'alternance. Troisièmement, le non-cumul des mandats.
pour permettre effectivement à d'autres Gabonais de pouvoir servir leur pays. Je trouve anormal qu'une seule personne veuille à la fois être ministre, président de conseil d'administration, député, maire, etc. Quatrièmement, cette concertation aurait dû conduire à une injonction faite au CGE pour qu'il arrête dès maintenant un calendrier électoral, et cela dans un délai bien défini. De même que des instructions doivent être données au ministère de l'Intérieur pour l'établissement des cartes nationales d'identité et puis les inscriptions sur les listes électorales. En fait, il faut qu'on arrête ce jeu de cache-cache. Cinquièmement, définir un plafond des dépenses pour les campagnes électorales. Cela pour réduire les inégalités en termes de ressources et puis rendre le jeu équitable. Vous savez qu'une élection ne peut pas être équitable si d'un côté vous avez un candidat qui dépense 200, 300, 400 milliards de francs CFA pendant que les autres fonctionnent avec des budgets en termes de millions de francs CFA. Et sixièmement, mais c'est extrêmement important, inscrire dans nos textes, dans nos dispositifs juridiques, les modalités d'intervention et d'accréditation des observateurs internationaux pouvant participer à l'ensemble du processus électoral. C'est important d'abord que les observateurs internationaux soient choisis de façon consensuelle, c'est-à-dire entre l'État et ceux qui ont intérêt lors de ces différentes campagnes. Je parle un peu plus précisément en ce qui concerne la campagne de l'élection du président de la République, que les acteurs soient consultés en tout cas pour l'intervention et l'accréditation des observateurs internationaux. Je dis déjà que ce n'est pas normal, je conteste le fait que ce gouvernement n'ait pas jugé utile d'associer, comme il l'avait fait en 2016, les observateurs de l'Union européenne. Permettre, autoriser la présence d'observateurs nationaux tout au long du processus et naturellement pour cela impliquer très très fortement la société civile et dans la société civile les religieux. C'est important que vous ayez à l'esprit que pour l'élection présidentielle en 2018 en République démocratique du Congo, la RDC, l'Église catholique a déployé 41 000 observateurs. En ce qui concerne, c'est le 8e point, la publication des résultats, proclamer et publier les résultats bureau de vote, par bureau de vote, le jour même. Donc ne pas se contenter de publier les résultats centralisés, mais que les publications se fassent bureau de vote, par bureau de vote. C'est majeur et qu'effectivement, tous ces résultats soient rendus publics dans un site internet qui pourrait être consulté à la fois par les médias et par tous les Gabonais. Et puis enfin, différer l'incinération des bulletins de vote. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à peine on a fini de voter, on détruit les preuves matérielles, ce n'est pas normal. On doit permettre que les preuves matérielles soient conservées au moins jusqu'à la fin du contentieux électoral. Donc voici, dit vraiment de façon directe et de façon assez claire, mon ressenti par rapport à cette concertation. En somme, je tenais à partager avec vous ma vision sur les décisions, les résolutions qui ont été prises lors de cette concertation. Je suis de cette opposition claire, ferme et radicale, pas de ces perfides trompeurs qui se moquent des intérêts du plus grand nombre. On ne peut pas se déclarer opposant et soutenir la dictature actuelle. On ne peut pas être opposant et vouloir faire partie et accompagner ce gouvernement. Pour ma part, les rôles de chacun doivent être clarifiés. La majorité ou l'opposition, l'un ou l'autre,
mais aucunement les deux. Je suis de cette opposition qui n'acceptera pas un énième hold-up électoral. Pour finir sur la question de cette concertation, je demande que ceux qui y ont participé et qui affirment que cette concertation a des effets extrêmement positifs sur l'avenir du pays, qu'ils m'expliquent quelle est la résolution ou quelles sont les résolutions qui contribueront à faire en sorte à ce que les lendemains de l'élection soient apaisés et que nous ne vivions pas les violences que nous avons connues dans les élections précédentes. Je suis Mike Joktan, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon. Merci.